qui êtes connectés sur cette matinale du côté transmission qui va traiter d'optimisation du pacte du trail. Alors, sur la page de garde que vous voyez là, vous voyez indiquer que cette matinale était du 17 septembre dernier et nous sommes déjà en octobre. Effectivement, on avait proposé à tout le monde au 17 septembre et des problèmes de connexion ont fait que apparemment le son passait mal. Donc, on a décidé de la reprogrammer aujourd'hui. Donc, merci à vous tous d'être déjà connectés. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Et juste un petit point de détail pour commencer, pour que vous puissiez poser des questions éventuellement. Vous avez sur votre écran en bas à droite une espèce de bulle. Vous pouvez connecter dessus et c'est un chat. Vous pouvez poser vos questions et on essaiera d'y répondre pendant la réunion. Je vois que certains déjà ont bien compris, puisque déjà je lis que beaucoup nous disent bonjour, donc c'est très bien. Merci. Donc, et on va commencer. Alors, le point important qui nous a conduit à programmer cette matinale, c'est que le pacte du trail, assez curieusement, est assez méconnu de certains de nos confrères. Ils connaissent le mot. Renaud Dutreil était un ancien ministre du budget, je crois, de l'économie. Et il a donné naissance à ce fameux pacte du trail pour proposer une source d'économie au niveau des droits de mutation lors des transmissions. Mais ce pacte obéit à des critères bien spécifiques et il est assez méconnu. Et dans le projet actuel de recherche d'économie du gouvernement, certains ont proposé justement de rogner sur ce Nous avons perdu Jean-Luc. Lors d'une transmission familiale. Pour cela, nous avons avec nous deux des confrères membres du comité de transmission, Thomas et Brice Akidiri, qui participent activement et qui ont travaillé ce thème, non seulement pour expliquer ce que c'est, les conditions, mais également avec un exemple à l'appui pour bien voir l'incidence pratique. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Thomas, qui va nous parler du pacte, de ses conditions d'application, et on verra après donc les cas de démembrement, la portée d'exonération et un cas pratique, et toute l'incidence que ça peut avoir en termes de levier juridique et fiscal. Merci de votre présence, et donc je passe la parole à Thomas Touron-Dupin, mon cher confrère. Tu as la parole. Bonjour à tous. Donc, on refait une rediffusion du pacte du trail qu'on avait fait effectivement le 17 septembre. Donc, nous allons voir dans une première partie, on va dire, le pacte du trail et surtout les conditions d'application. C'est cette partie-là que je vais présenter. Brice va présenter la partie démembrement des exemples, en fait, des cas pratiques de l'exonération exceptionnelle et les leviers juridiques. Thomas, moi je ne t'entends pas, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas. Je vais parler plus fort. Il y a un problème de connexion avec toi. Brice est net sur l'écran, mais pas toi. Peut-être que c'est juste moi qui ai ça. Est-ce que tu m'entends mieux? Si vous avez des problèmes, si certains d'entre vous ne l'entendent pas non plus, qu'il l'indique sur le chat pour qu'on voit comment réparer cela. Est-ce qu'on m'entend mieux? Je vois que tout le monde entend très bien. Très bien, donc je vous laisse avancer. Ok. Hop. Donc, dans la partie introduction au pacte du trail, on va rappeler un peu le contexte avant le pacte du trail, que Jean-Luc avait commencé. En cas de donation et succession, on est imposé au droit de mutation au titre gratuit et calcul selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu par tranche. Lorsqu'on transmettait une entreprise, souvent on arrivait à des taux d'imposition de 41 à 45%, ce qui imposait aux personnes qui reprenaient de vendre souvent une partie de l'entreprise ou toute l'entreprise. Donc le contexte, le pacte du trail est issu de la loi
du 1er août 2023. L'objectif de cette loi était d'encourager la transmission des entreprises, notamment familiales, pour garder les entreprises dans les familles, en permettant de réduire le coût de la succession. Effectivement, c'était Renard Dutreuil qui était ministre en 2003, ministre de l'économie, Jean-Luc, pour ta précision. Donc, les avantages qu'on peut avoir au niveau du pacte Dutreuil, on va avoir des avantages fiscaux et des avantages juridiques. Nous allons les reprendre. Dans les avantages fiscaux, nous en avons listé 3 qui vont être, d'une part, une exonération partielle des droits de mutation. Nous arrivons à une exonération de 75% de la valeur des titres de l'entreprise lors de leur transmission. Le pacte Dutreuil peut être cumulable avec d'autres dispositifs fiscaux, comme l'abattement pour donation en ligne directe qui va jusqu'à 100 000 euros et avec une réduction de 50% des droits de donation lorsque le donateur a moins de 70 ans. Un abattement supplémentaire de 300 000 euros lorsque la donation est faite à un salarié ou à un apprenti. Et lorsque cette donation comprend une holding qui est passive, on peut prendre tout l'actif qui correspond à la participation qu'on appelle directe ou indirecte. Trois avantages et une facilité de paiement. On a le droit de régler de manière fractionnée sur une période de 10 ans avec des intérêts pendant les 5 premières années. D'un point de vue juridique, on sécurise la transmission. Le dispositif impose un cadre très précis, notamment pour l'engagement collectif et individuel de conservation des parts. On a une préservation de la direction au sein de la famille, c'est-à-dire que avec les dispositifs fiscaux et les avantages qu'on peut avoir avec une donation en ligne directe de 100 000 euros, on incite fortement à garder la direction au sein de la famille. Ce dispositif-là est adaptable et on peut l'appliquer sur les SA, les SARS, les SARL ou les entreprises non collectives. C'est une protection contre les conflits familiaux avec exige on a un engagement collectif et individuel. Tout est bien rédigé, tout est bien bloqué. Donc, lors d'une succession, on a souvent des conflits familiaux. Là, tout est déjà rédigé avant le décès de la personne. Donc, on va voir les conditions d'application. Pour bénéficier des 75% des droits de mutation, la première condition va être l'activité de la société. On peut avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale. C'est assez large, pour simplifier. La fonction de direction. Pendant la durée d'engagement collectif et pendant 3 ans après la transmission, la direction doit être détenue par un héritier ou donataire. Continue. Une détention préalable au pacte Dutreuil. Les parts ou les actions doivent être détenues depuis au moins 2 ans avant la donation ou les défunts. Un engagement individuel de conservation, c'est-à-dire que après la cession, les personnes concernées par le pacte Dutreuil s'engagent individuellement à conserver les titres pendant 4 ans. Et un engagement collectif qui est en amont de l'engagement individuel, qui a une durée de 2 ans, qu'on va voir par la suite, on doit conserver les titres, doit être pris par les associés, couvrant au moins 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées et 20% pour les sociétés cotées. Cette durée d'engagement, d'engagement collectif, doit avoir une durée minimum de 2 ans. Si on rentre un peu plus dans le détail des conditions d'application pour bénéficier des 75% des droits de mutation.
Nous avons l'activité de la société. Donc, comme nous avons vu, une activité commerciale, industrielle, artisanale. Le type d'activité est assez large, assez ouvert. Mais par contre, il y a des exceptions. Première exception, c'est les activités civiles qui sont exclues. Dedans, on intègre la location meublée et la location nue. Les holdings du type passive peuvent bénéficier du pacte Dutreil sous certaines conditions, qu'elles détiennent directement ou indirectement dans la limite de 2 niveaux d'interposition des participations dans une société opérationnelle ou holding animatrice. Et quand elle est passive, on va prendre en compte que le critère de contrôle, c'est-à-dire le droit de vote et le pourcentage de détention. Et à partir de là, on va apprendre l'actif de la société pour déterminer sa valeur, mais juste l'actif qui est attribué aux sociétés comprises dans le pacte Dutreil. Les sociétés animatrices, il n'y a pas de problème sur la prise en compte parce que l'administration considère qu'elles ont pour activité de faire fonctionner les autres sociétés, donc elles sont incluses dans le pacte Dutreil. La deuxième condition est l'exercice d'une fonction de direction. La condition de direction doit être réalisée jusqu'au terme du pacte Dutreil, c'est-à-dire les 2 premières années et jusqu'à 3 ans après. Une année est un peu différente à la fin. Pendant la totalité de la période, les fonctions de direction doivent être effectivement exercées par un associé signataire de l'engagement unilatéral ou collectif, ou à compter de la transmission, parce qu'on peut changer au bout des 2 premières années, l'un des héritiers, légataires ou donataires qui a pris l'engagement individuel de conservation. Dans tout état de cause, ça doit être au début une personne qui est présente dans l'engagement collectif et à la suite une personne qui est présente dans l'engagement individuel. En cas de reconduction de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation à la suite de l'adhésion de nouveaux associés, s'il y a d'autres associés qui rentrent, les conditions tenant à l'exercice des fonctions de direction doivent être respectées. C'est-à-dire, même si on rend de nouveaux associés par la suite, c'est toujours une personne qui est dans l'engagement individuel qui doit être dirigeant. La troisième condition qu'on a vue est un engagement collectif de conservation. Ça comprend au minimum un associé, forcément. Elle doit être d'une durée minimum de 2 ans. Les participations directes du signataire doivent être sur une société cotée de 10% des droits financiers et 20% des droits de vote, et non cotée de 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Les fonctions de direction, comme on a vu, c'est soit à l'IR son activité principale, soit à l'IS une fonction de direction. Pendant la durée de 2 ans, cette direction doit être, comme on a vu, pendant la durée de 2 ans sur engagement collectif et 3 ans sur engagement individuel. L'engagement individuel de conservation, elle doit avoir une durée minimum de 4 ans. Donc, nous sommes à 2 plus 4 ans, ça fait 6 ans pour tout. Pas de seuil de détention exigible, c'est-à-dire qu'on peut, le pourcentage n'est pas limité ou plafonné. Il n'y a pas de minimum maximum. C'est un engagement, une obligation individuelle. Chaque personne physique a un engagement. L'engagement pris dans l'acte de donation, c'est également mis dans l'acte de donation ou de déclaration de succession. Dans les fonctions de direction, comme on a vu, activité principale à l'IR ou les fonctions de direction à l'IS. Donc, on rappelle par la suite tout ce qui est durée de détention qu'on a vu, 2 ans et 3 ans pour l'engagement de direction. Opération autorisée, la donation aux descendants, certaines opérations en capital, apport
à une holding avec condition. On peut apporter des titres à une holding. Donc, pour résumer, on a fait un petit schéma, on a repris un petit schéma exactement, qui permet de mieux représenter la périodicité du pacte Dutreil. Donc, nous sommes bien sur un engagement de 6 ans obligatoirement, avec un engagement collectif de 2 ans et un engagement individuel de 4 ans. Pendant ces 6 ans, on a une durée, une fonction de direction, excusez-moi, de minimum de 3 ans. 2 ans pour la partie engagement collectif, 2 ans, on a un engagement collectif et 3 ans après la transmission. Alors, les étapes pour la mise en place du pacte Dutreil. Le signataire d'un engagement collectif de conservation qui est déposé au centre des impôts de mémoire, on dépose l'engagement collectif de conservation. Il y a la transmission des titres qui est réalisée à une date X dans les 2 ans. On signe en même temps un engagement individuel de conservation. On nomme et maintient une fonction de direction pendant 3 exercices. Et à la fin, nous formalisons formalité de déclaration auprès de l'administration fiscale. On dépose toutes les déclarations pour permettre à l'administration de l'enregistrer et de bénéficier des différents abattements que nous avons vus. Un petit rappel de notre profession. Devoir de conseil. Nous avons un devoir de conseil en tant qu'expert comptable de le présenter à nos différents clients. Les notaires et les avocats doivent suivre les différentes, doivent aussi respecter ce devoir de conseil pour pouvoir en bénéficier. Je vais passer la main à Brice qui va vous présenter la suite. Merci Thomas. Donc, Thomas vient de vous présenter brièvement les aspects, les obligations et les différentes étapes de mise en place du pacte Dutreil. Dans ce cadre, le pacte Dutreil n'est pas applicable qu'à l'ensemble de la société. On peut éventuellement et également, dans le cadre, Thomas, voilà. On peut également appliquer le pacte Dutreil aux actions et aux titres démembrés. Pourquoi nous voulons aborder cet aspect avant les cas pratiques? C'est juste pour rappeler que même si nous ne sommes pas détenteurs directement d'une entité et que nous ne détenons que des parts sociales, nous pouvons bien évidemment mettre en œuvre le pacte Dutreil. Un petit mot sur le démembrement. Pourquoi mettre en place le pacte Dutreil sur ce type d'opération? Tout simplement parce que, comme le disait tout à l'heure Thomas, et nous allons le voir vers la fin, nous avons également une optimisation juridique lorsque nous faisons ou lorsque nous mettons en place le pacte Dutreil. Et je vais rappeler brièvement les points importants lorsque nous faisons du démembrement. Nous avons 2 intervenants, le nu propriétaire et l'usufruitier. Nous avons des questions de revenus qui ne sont pas forcément exigibles, certains. Nous avons des problématiques de pouvoir. Les pouvoirs sont partagés entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Et nous avons également des risques de conflit. Il n'empêche que ces éléments peuvent être maîtrisés lorsque nous mettons en place le pacte Dutreil et tirer pleinement profit de ce dispositif, même lorsque nous faisons du démembrement. Et vous allez le voir dans l'un des cas pratiques qu'il peut être encore plus intéressant de démembrer avec du Dutreil.
Ceci dit, je vais passer à ce que nous appelons les autres cas, justement, de... Tu peux passer, s'il te plaît. Euh, les, voilà, les autres cas où on peut toujours faire du pacte du treuil. Ce sont les cas d'interposition de société. En fait, qu'est-ce que nous appelons interposition de société? C'est juste le fait qu'une société détient des parts ou des actions d'une autre société qui est, elle, signataire de l'engagement de conservation. Quelques points clés lorsque nous parlons d'interposition. Il y a le rôle de la société interposée, c'est qu'elle permet en fait de détenir des participations, comme je le disais, des sociétés qui ont souscrit des engagements de conservation. Donc, la société interposée n'est pas signataire de l'engagement, mais c'est la société dont elle détient les titres qui est signataire de l'engagement. La société non signataire, donc, elle doit posséder les titres de celle qui a signé l'engagement. L'autre condition est qu'il faut que la société qui détient les titres du signataire appartienne au donateur, pardon, au donateur. Donc, le donateur détient les titres de la société interposée qui elle-même détient les titres de la société qui signe l'engagement de conservation. Et dans ces conditions, naturellement, on peut également bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, mais en appliquant forcément une règle, puisque ce n'est pas la totalité, vous le comprenez bien, des titres qui sont transmis. Donc, l'actif total ne sera pas soumis à exonération de droits de mutation. Donc, voilà brièvement une petite présentation de ce que c'est que la société interposée. Et donc, nous avons dans le cadre du pacte du treuil, deux types d'interposition. Donc, pour revenir au type, nous disons que le pacte du treuil est applicable au titre d'une société qui possède directement des parts ou actions faisant l'objet d'un engagement de conservation auquel elle a souscrit. Nous parlons du simple niveau d'interposition. Donc, je vous demande juste de voir le premier graphique où on a un monsieur, la société A, et la société C. En réalité, l'engagement est signé au niveau de la société A, mais ce sont les titres de la société C qui sont apportés et qui bénéficient de l'abattement de l'article 787B du Code général des impôts, dit pacte du treuil. Nous pouvons également avoir un deuxième niveau d'interposition, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsque nous sommes dans le cas donc, du schéma suivant où on détient une société A qui détient elle-même une société B, et qu'on veut transmettre les titres de la société C, ben, on peut également mettre en application, bénéficier des dispositifs du pacte du treuil. C'est ce que nous appelons le double niveau d'interposition. Et dans ce schéma-là, l'engagement de conservation peut être signé au niveau de la société B et transmettre les titres de la société C en bénéficiant bien naturellement des exonérations prévues. Au-delà de deux niveaux d'interposition, malheureusement, la loi ne nous permet pas de mettre en application le pacte du treuil. Pourquoi parlons-nous d'interposition? Parce que pour certains, on a parlé de holding. Bien évidemment, on n'a pas placé de société holding sur le graphique, puisque une holding est une société, Thomas vient de le rappeler, on peut avoir une holding animatrice ou une holding passive. Et justement, le double niveau d'interposition va nous permettre de manager entre nos holdings opérationnels et nos holdings dites passives. Au passage, je voulais juste faire un petit rappel. On ne crée pas une holding pour qu'elle soit animatrice. Elle devient animatrice parce que c'est un point de vigilance puisque l'administration fiscale fait très, très attention à vérifier que la holding dite animatrice l'est vraiment, donc ce qui suppose un certain nombre de préalables. Et l'un des éléments qui sont souvent demandés, je le rappelle, c'est le plan stratégique. Le plan stratégique, est-ce qu'il y a un plan stratégique? Est-ce que la holding gère
pour faire des services pour ses filiales. Et sinon, en général, la surprise peut être très, très désagréable dans ces conditions. Donc, nous allons rapidement voir comment est-ce que nous déterminons la quote-part qui pourra être soumise à, à bénéfice du pacte du treuil. Donc, sur ce slide, nous rappelons juste le principe lorsque nous sommes dans un cas de simple niveau d'interposition. Et je vous rappelle qu'il est dit que la valeur des titres d'une société interposée signataire d'un engagement qui sont transmis à titre gratuit bénéficient de l'exonération partielle à proportion de la valeur vénale de l'actif brut de cette société représentative de la valeur de la participation soumise à engagement collectif de conservation. Et la fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l'exonération partielle au titre du pacte du treuil s'obtient par la formule simple qui est le produit de la valeur des titres de la société interposée par le ratio entre la valeur de la participation soumise à engagement collectif de conservation et la valeur vénale de l'actif brut de la société interposée. Alors, il est très important de noter la notion de valeur. Nous parlons bien de valeur, non de valeur comptable, hein. Donc, on n'est pas sur le bilan comptable, on est vraiment sur des valeurs. Donc, ce qui appelle à éventuellement des notions de valorisation de l'entreprise et des titres soumis à transmission. Donc, après avoir vu le cas de l'interposition simple, nous allons aborder également comment on détermine cette valeur dans le cadre ou dans l'hypothèse d'un double niveau d'interposition. Et donc, nous avons mis rapidement sur votre droite un petit schéma, hein, à la demande de ceux qui avaient participé lors de la première diffusion le 17 septembre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que la valeur des titres d'une société interposée non signataire d'un engagement, donc la société S2, que vous voyez, qui sont transmis à titre gratuit bénéficient de l'exonération partielle lorsque cette société possède directement des titres d'une société elle-même signataire d'un engagement de conservation. Donc, nous avons souvent une société qui détient des titres, qui n'est pas signataire, mais une autre société dont elle détient les titres qui, elle, est signataire. Donc, c'est vraiment le petit schéma qu'il faut garder, le non-signataire qui détient les titres du signataire. Donc, l'exonération partielle s'applique à la valeur des titres de la société S2 détenue directement par le défunt, donc c'est le petit bonhomme sur le graphique, ou le donateur, à proportion de la valeur de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte soumise à engagement de conservation. Donc, on est bien d'accord que l'actif brut, nous sommes au niveau de la société S2 non signataire de l'engagement. Dès lors, la fraction de la valeur des titres de la société S2, qui est susceptible de bénéficier de l'exonération au titre du pacte du treuil, est déterminée en deux étapes. Donc, une première étape va consister à déterminer la valeur de la participation indirecte, donc Thomas, la valeur de la participation indirecte que possède la société non signataire dans la société cible. Et cette valeur se détermine comment? En faisant le produit de la valeur de la participation, donc que nous appelons D, valeur de la participation que possède la société dont les titres sont détenus directement par le défunt ou le donateur, dans la société signataire de l'engagement. Donc, la société signataire de l'engagement, qui est la société qui est en deuxième position, la société S1. La valeur de la participation de la société S1 dans la société dont les titres sont soumis à engagement. Et de l'actif brut de la société signataire de l'engagement, donc la société S1. Donc, nous faisons le produit de D par le ratio entre la valeur de la participation et la valeur vénale de l'actif brut. Donc, dans ce premier temps, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons la valeur de la participation indirecte de la société non signataire. Et dans un deuxième temps, nous allons pouvoir déterminer la valeur de la participation indirecte et comment, dans ces conditions, nous avons trois autres éléments, à savoir la valeur des titres détenus directement par le défunt ou le donateur dans la société non signataire. Nous avons la valeur de la participation indirecte que possède la société non signataire dans la société cible.
et la valeur vénale de l'actif brut de la société non signataire. Alors, cette formule-là, elle est très facilement applicable et je pense que pour éclairer un peu plus les personnes qui nous suivent, on va rapidement décliner cette formule dans un petit cas qui vient. Donc, rapidement, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous parlons de la société S1 qui détient des titres soumis à engagement pour une valeur de 10 millions d'euros. Son actif brut total a une valeur de 12 millions. Nous avons la société S2 qui détient les titres de la société S1 pour une valeur de 9 millions d'euros et dont l'actif brut s'élève à 15 millions. Monsieur X, donc, qui est le donateur, envisage de donner des titres pour une valeur de 5 millions d'euros de la société G qui détient dans S2. La fraction de la valeur des titres pouvant bénéficier de l'élection partielle s'obtient de la manière suivante. Donc, je rappelle juste la première formule. Nous avons la valeur de la participation, nous avons la valeur de la participation de S2 et la valeur vénale de l'actif brut. Donc, dans un premier temps, nous allons déterminer le H, qui est la valeur de la participation indirecte que possède S2. Et pour cela, nous avons H égale 9 millions. 9 millions qui représente la valeur de la participation, donc l'élément D, multiplié par 10 millions étant la valeur des titres soumis à engagement, donc dans la société qui est au deuxième niveau de notre graphique tout à l'heure. Donc 10 millions sur le total de la valeur des titres qui fait 12 millions d'euros. Donc ce calcul, donc 9 millions multiplié par le ratio entre 10 millions et 12 millions, nous donne un résultat de 7 500 000 euros. Les 7 500 000 euros représentent en réalité la valeur de la participation indirecte que possède la société S2, donc société non signataire, dans la société cible H. Et dans un deuxième temps, nous allons pouvoir déterminer la fraction de la valeur des titres qui peut bénéficier de l'exonération au titre du pacte Dutreil. Et pour cela, nous partons de la valeur des titres que monsieur envisage de céder, de donner, donc 5 millions d'euros. Et à ces 5 millions d'euros, nous pratiquons le ratio entre la valeur que nous avons déterminée précédemment et la valeur des titres détenus par, en fait, la valeur de l'actif brut de la société non signataire de l'engagement de conservation. Donc, j'ai remis rapidement dans le slide les éléments de calcul, hein, donc 5 millions G, 7 500 euros H. Donc, en reprenant le slide précédent, on retrouve chacun des éléments de calcul pour pouvoir, même lorsque nous sommes dans le cadre de sociétés opérationnelles non détenues directement, il y a toujours une possibilité de signer un pacte Dutreil. On peut le signer avec une société. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot holding, mais en général, c'est ce qu'on va utiliser. Une holding qui détient des participations dans une société opérationnelle. Il est possible de signer le pacte au niveau de la société non signataire de l'engagement. Donc, voilà brièvement rappeler toutes les possibilités que nous avons de mettre en œuvre le pacte Dutreil, même si des structures opérationnelles ne sont pas détenues directement ou cédées. Nous allons, après avoir revu ces cas, hein, donc rapidement, bon, là, les droits de mutation, c'est classique. Thomas vient d'en parler. Donc, dans le cas du treuil, nous pouvons bénéficier également d'un abattement, d'une réduction de 50% des droits lorsque les trois conditions après sont souvent réunies. Donc, le donataire a moins de 50 ans, la donation se fait en pleine propriété, la donation est faite dans le cadre d'un engagement collectif du treuil. Donc, c'est juste un rappel de ce que Thomas avait précédemment évoqué. Nous allons voir maintenant deux cas concrets de ce que nous pouvons faire gagner à nos clients lorsque nous
mettons en place le pacte du Treuil. Thomas, s'il te plaît, voilà. Ah, rapidement, avant d'aborder les deux cas concrets, je vais juste rappeler que lorsque nous avons signé des engagements euh, euh, individuels ou collectifs, en fait, les donations ne remettent pas en cause le pacte dès lors que la donation se fait à des descendants du donateur et que ces donataires continuent de respecter l'engagement jusqu'à son terme. Après, sur cette notion de donation, on pourrait évoquer éventuellement les donations transgénérationnelles. Ça ramène à la stratégie juridique que nous verrons à la fin de la présentation. Rappelons également qu'en cas de changement de régime matrimonial, le pacte n'est pas remis en cause parce qu'on peut bien évidemment hériter de parts et après pouvoir se marier ou divorcer. Donc, les changements de régime matrimonial ne changent pas fondamentalement, ne font pas perdre le bénéfice du pacte dès lors que les engagements individuels et collectifs sont respectés. Voilà. Donc, nous allons aborder donc, ce fameux cas pratique de M. Wida, donc M. et Mme Wida, qui tous deux âgés de moins de 70 ans, donc 65 ans et 66 ans. Ce couple marié sous le régime de la communauté a 3 enfants. Ils sont tous dirigeants d'entreprise, hein, on fait au plus simple. Ils sont imposés dans la tranche marginale d'imposition de 45%. Ils sont propriétaires d'une entreprise valorisée 6,8 millions et acquis les titres de cette structure pour 500 000 euros. Alors, un petit résumé de ce que nous allons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Lorsque ce couple donne cette entreprise-là qui vaut 6 800 000 sans mettre en œuvre le pacte du Treuil, les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG, peuvent s'élever à 1 596 000 euros contre 100 000 euros en cas de mise en œuvre du pacte du Treuil. Donc, l'écart est de 1 à 12, 13. Et si la stratégie de ce couple est de mettre en place le pacte du Treuil, de faire de la donation de nue propriété, sans pacte du Treuil, l'imposition s'élève tout de même à 701 000 euros, donc pratiquement la moitié, certes. Et en cas de Dutreuil, nous serons à 73 170 euros. Comment nous arrivons à ces grands écarts? Je vais vous présenter dans le slide suivant la méthodologie de calcul. Donc, nous reprenons notre exemple. Nous avons le couple marié, le couple, hein, donc dans le cadre de la donation sans Dutreuil, nous avons la valeur en pleine propriété de monsieur et de madame évaluée à 3,4 millions chacun. Nous ne bénéficions pas de l'abattement du Dutreuil de 75%, donc la base taxable est immédiatement de 3 400 000 euros. Et pour chacun des héritiers, puisque nous avons 3 enfants, nous obtenons 1 133 000 qui est 3 400 000 euros divisé par 3. Donc 1 133 000 chacun. Chacun des enfants bénéficiant de l'abattement de 100 000 euros, donc la base taxable, le net taxable, est de 1 033 000. Et les droits de donation ont été calculés et ça nous donne 266 000 euros. Alors, pour obtenir les 266 000 euros, nous sommes partis, le document est disponible, c'est l'article 777 du Code général des impôts qui nous donne les tranches et taux applicables aux impositions en matière de succession. Et donc, nous sommes dans la tranche, pardon, donc nous étions dans la tranche de 40%. Et une règle de 3 nous permet de retrouver les montants à la tranche. Donc, par enfant, nous avons 798 000 euros et sont au nombre
pardon, 266 000 euros par enfant. Donc, pour 3 enfants, ça fait 798 000 euros. Et donc, pour le couple, nous avons 798 000 euros fois 2, ce qui nous donne 1 587 000. Donc, voilà ce qui se passe lorsque nous faisons ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Nous ne parlons pas de pacte du trade à nos clients. À côté, le confrère qui a pu convaincre son client à pouvoir signer un pacte du trade va déjà tout de suite bénéficier de l'abattement de 75%, et ce qui ramène sa base taxable à 850 000 euros, comparé à 3 400 000. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo. Pour chaque héritier, nous avons 850 000 divisé par 3. Et tous deux, que ce soit dans le cadre du pacte du trade ou sans pacte du trade, nous avons toujours le bénéfice de l'abattement de 100 000 euros, ce qui nous ramène à un net taxable de 183 000 euros et à des droits de 33 000 euros par enfant. Et en plus, puisque nous avons signé un pacte du trade, nous bénéficions également de la réduction de 50%. Donc, une réduction de 50% des droits. Donc, les 33 000, on n'en paie que la moitié. Donc, s'il arrive à un résultat de 16 000 euros par enfant, 50 000 euros pour les 3 enfants du mari, 50 000 euros pour les 3 enfants de madame, et nous arrivons à 100 000 euros. Donc, nous avons 100 000 euros versus 1 596 000 euros. On comprend très bien pourquoi il y a une question de responsabilité des professionnels lorsque nous ne proposons pas le pacte du trade à nos clients. Là, nous avons vu ce que donne l'imposition dans le cadre de la donation de la pleine propriété, mais on peut également voir ce que ça nous donne en cas de donation uniquement de la nue propriété. Dans ces conditions, donc, prenant également les mêmes informations, nous avons une valeur de la nue propriété de 60%, hein. Donc, c'est le tableau prévu par l'administration fiscale en fonction de l'âge. Donc, directement, nous bénéficions d'une réduction. Donc, nous appliquons l'abattement de 75% sur la valeur de la nue propriété et non plus la valeur de la pleine propriété, ce qui nous ramène à une base taxable de 510 000 euros par donateur. Et sur cette base, nous avons 170 000 euros par héritier, c'est-à-dire 510 000 divisé par 3. Et dans les mêmes conditions, chaque héritier bénéficie de l'abattement de 100 000 euros, ce qui nous ramène à un net taxable de 70 et des droits réduits à 12 000 euros chacun. Et pour les 3 héritiers, nous avons 36 000 euros. Je rappelle que dans le cas de la donation de la nue propriété, nous ne bénéficions pas de la réduction de 50% de la DMTG, contrairement à la donation de la pleine propriété. Et là, nous observons que les droits en matière de nue propriété sont encore plus faibles que les 100 000 euros de donation en pleine propriété avec la mise en œuvre du pacte du trade. Mais attention, si l'écart est assez faible, les contraintes qui sont liées à la nue propriété sont plus importantes. Nous avons vu tout à l'heure les questions d'intérêts divergents, les questions de perte de pouvoir. Donc, si on veut aller au-delà de la pleine propriété et mettre en application le démembrement, donc ça demande quand même une analyse plus poussée. Et je rappelle que la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value sur la nue propriété. Et donc, nous avons toujours une plus-value qui n'est pas effacée. Donc, personnellement, je préconise souvent la donation en pleine propriété. Bon, je pense que ce graphique, c'est le même schéma de calcul. Donc, on ne va pas forcément revenir sur le détail, c'est le même calcul expliqué. S'il y a des questions, on l'abordera dans la phase questions-réponses. Ça, c'est le rappel de l'article 777 qui nous a permis de calculer les droits.
C'est Thomas. Non, Thomas, c'est bon. Voilà. Donc là, nous allons parler, attention Thomas, nous allons parler du, du levier juridique et surtout du pacte Dutreil. C'est très important parce que finalement, ce pourquoi nous vous invitons ce matin à ce webinaire, au-delà de présenter le pacte Dutreil, nous avons bien vu, pour rappel, il y a un engagement collectif de conservation de 2 ans et un engagement individuel à la fin de l'engagement collectif de 4 ans. Nous avons les conditions de direction, et- mais ce qui est important, c'est l'animation juridique même avant la signature du pacte. Parce que la question n'est pas de mettre en application le pacte Dutreil, c'est optimiser le pacte Dutreil. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que ça vaille la peine de vendre et de donner? Lorsque nous vendons, nous générons déjà une plus-value et après, nous allons donner. Donc, le sujet, c'est manager le pacte Dutreil. Je préférais, moi, céder, donner et après vendre. Parce que nous avons dit tout à l'heure, la donation efface la plus-value. Et c'est ça l'élément important, c'est de savoir à quel moment nous nous positionnons lorsque nous mettons en œuvre le pacte Dutreil. Ça demande également un toilettage de nos statuts juridiques, une adaptation des formes juridiques, passer de la SAR à la SAS. SARL, par exemple, nous avons une option sur le capital qui ne devrait pas baisser au-delà de 50%. Sur une forme SAS, nous avons une liberté juridique qui va nous permettre, de par la création d'actions de préférence éventuellement, de pouvoir transmettre sans perdre le contrôle de la société. Et si je peux, chers confrères, vous inviter à quelque chose, c'est que nous avons tous dans nos portefeuilles des possibilités de mettre en œuvre le pacte Dutreil. Donc, regardons nos dossiers, approprions-nous ce fameux pacte. On a plein de personnes dites juristes qui le mettent en œuvre, qui le font. Nous avons les compétences, nous avons les capacités de le faire, nous maîtrisons la data de nos clients, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan fiscal. Mais je rappelle juste, l'objectif, ce n'est pas forcément que fiscal. Nous mettons en place le pacte Dutreil pour nos clients, pour leur permettre de transmettre au sein de leur famille, pour permettre de garder le pouvoir au sein de la famille et faciliter les transmissions transgénérationnelles. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci Thomas et merci Brice de cette présentation et des recommandations que vous avez faites. Je voudrais juste, avant que l'on revoie certaines questions pour lesquelles je n'ai pas encore répondu sur le chat, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous entendent que dans notre comité de transmission au sein du Conseil régional de l'Ordre, comme nous faisons d'ailleurs au niveau du comité du Conseil national d'ailleurs, qui organise pour information la semaine prochaine, je ne sais pas si vous l'avez suivi, la journée de l'évaluation. Donc ça peut intéresser ceux qui s'intéressent à la transmission. La journée de l'évaluation a lieu la semaine prochaine, je vais vous dire, mardi 22. C'est sur une demi-journée d'ailleurs, c'est mardi 22 après-midi. Si vous n'êtes pas inscrit, renseignez-vous sur les informations qui proviennent du Conseil national de l'Ordre. Donc nos comités, tant au plan national qu'au plan régional, j'en parle parce que j'anime les deux, s'inscrivent dans un objectif, une stratégie que nous avons de vouloir développer au sein des cabinets d'expertise comptable tout ce qui touche à la transmission d'entreprise, la transmission qui n'est pas faite par notre profession, pas assez anticipée et qui, comme vous l'avez vu à l'instant, par exemple, le pacte Dutreil, tout à l'heure on l'a vu avec un exemple qui a été présenté sur une valeur de 3,4 millions, on peut avoir 100 000 ou 1,6 million de droits. La différence est quand même assez conséquente. Dans nos portefeuilles clients, nous avons, à mon avis, au moins un client sur 5 qui est concerné
l'entreprise. Ça peut être prévision, ça peut être la recherche de partenaires pour faire, une fusion, pour être plus gros sur son secteur. Et ça peut être aussi pour la croissance externe, s'il y a un peu de trésorerie, pour développer son développement. Ces clients-là, si on ne s'en occupe pas, ben, risquent d'aller ailleurs, de rencontrer quelqu'un qui va leur conseiller telle ou telle opération et ils la font sans nous. Et c'est là où nous avons une valeur ajoutée importante, parce que dans nos portefeuilles clients, nous avons au sein de nos cabinets ces clients qui ont ce besoin-là. Et je suis persuadé que si vous tous qui nous entendez ce matin, vous faites le point de votre portefeuille client, regardez client par client le besoin par rapport à l'âge, par rapport à la santé, par rapport à l'ambition, par rapport à plein de choses, vous pouvez trouver de quoi l'accompagner dans tel ou tel volet, que ce soit pour la cession, pour l'acquisition, car nous militons pour l'anticipation de la transmission, pour mieux la préparer. On a vu qu'au niveau des coûts, ça change vraiment beaucoup de choses, mais aussi au niveau, le risque dans les TPE, parce que la France l'a payé TPE, le risque c'est toujours le problème de santé sérieux, grave, du dirigeant qui n'a que quelques salariés ou collaborateurs et qui peut d'un coup et d'un seul ruiner, je dirais, un patrimoine familial. D'où l'importance d'anticiper l'organisation, etc. Alors, je ne veux pas faire un long discours, mais revenir sur les questions qui ont été posées, que je voulais reprendre, c'est elles auxquelles j'ai répondu déjà, mais d'autres non. La question concernait, puis une question qui concernait l'abattement des 75%, c'était sur les droits ou sur l'assiette. Ça, j'ai déjà répondu, donc c'était sur l'assiette. Vous avez vu sur l'exemple qui a été présenté. Différence entre une holding animatrice et non, j'ai précisé que l'holding animatrice avait un rôle actif, puisque l'animatrice, la conduite de la politique du groupe et du contrôle des filiales, qui lui rend des services, c'est important parce que ça conditionne bien sûr l'application du régime en question et son intérêt, mais qu'il convient d'être prudent et de regarder la jurisprudence qui est abondante dans ce domaine, parce qu'il y a eu bien sûr des remises en cause de l'application du pacte du travail. On nous a demandé si le support serait disponible après le webinaire. On a répondu que oui, bien sûr, vous aurez. Votre question de modèle de pacte du travail, j'ai répondu que nous n'en fournissons pas, car nous recommandons de travailler en équipe pour une transmission d'entreprise. Le risque d'expert comptable, c'est quelquefois de dépasser ses propres compétences. Et on ne peut pas apprendre au détriment de nos clients. On doit vendre un travail d'expert, donc on doit vendre à nos clients des prestations dont nous sommes des experts. Or, on ne peut pas être expert en tous les domaines. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres professionnels. Et nous recommandons toujours, dans les opérations de transmission, comme d'acquisition d'ailleurs, de faire appel aux différentes compétences. On ne peut pas à la fois faire l'évaluation, l'audit, le montage juridique, rédiger les actes, etc. Ceux qui font ça, de notre point de vue, prennent des risques. Et je ne suis pas sûr que s'ils n'en avaient pas, ils seraient couverts par leur assurance d'ailleurs. Mais bon, le travail de transmission, c'est un travail d'équipe. Et nous recommandons généralement, même quand quelqu'un veut transmettre son entreprise, de créer une équipe. Alors, si l'expert comptable est le plus proche conseiller de l'entreprise, ce qui est souvent le cas, il peut être à l'initiative pour créer l'équipe et la copiloter. On a besoin toujours d'experts, d'avocats spécialisés. Je ne dis pas d'avocats tout court, excusez-moi, mais de dire d'avocats spécialisés, parce que tous les avocats n'ont pas l'expérience de la transmission d'entreprise. Certains font du droit de la famille, certains font du droit social. Bref, ça devient compliqué que le droit en France, qui est un pays de droit écrit, comme vous le savez, donc chaque élément est très précis. Il faut d'abord un avocat spécialisé, c'est une ressource qu'il faut absolument avoir. Quelquefois, on a besoin de notaires, on a besoin bien sûr des banquiers, on a besoin quelquefois de conseillers de gestion de patrimoine, parce que quelqu'un qui va vendre, qui a la trésorerie, qu'est-ce qu'il va en faire? Il faut réfléchir à ça. Bref, il a besoin de conseils. Et nous ne recommandons pas à nos confrères de rédiger les pactes du travail. Il faut savoir de quoi il s'agit pour conseiller, pour évaluer, pour calculer, pour apprécier.
mais il faut le faire avec un jury spécialisé ou un avocat qui a l'habitude, tout le monde n'a pas l'habitude, ou des notaires aussi qui ont l'habitude. Voilà. Si vous n'en trouvez pas, vous nous demandez. Nous, on voit bien certaines affaires, des gens qui ont vraiment l'habitude de ça. Est-ce qu'on a intérêt à proposer à des clients le pacte du Treil à des clients dont les enfants ne souhaitent pas reprendre l'entreprise? Est-ce que Thomas ou Brice voulait répondre à cette question? Non? Oui? On ne vous entend pas, si vous répondez. S'ils n'ont pas de souhait de reprendre l'entreprise, étant donné une obligation de direction, je ne vois pas beaucoup d'intérêt. Ben oui. Alors, pour moi, le pacte du Treil, la question initiale, c'est pas forcément de savoir si les enfants peuvent reprennent la structure ou non. Ça peut se gérer dans un deuxième temps. L'idée, c'est d'abord de mettre en place le pacte du Treil. Et d'ailleurs, la pratique recommande de faire la donation juste après la signature et de ne pas attendre les 2 ans de l'engagement collectif, puisque dans le cadre stratégique où je remets tout de suite mes enfants dans la société, même en leur attribuant 1% de capital, ils sont automatiquement signataires du pacte. Et on parlera après de la reprise des années plus tard. Mais l'objectif, c'est éventuellement de céder. Je peux transmettre également à des salariés. Le but du pacte, c'est d'anticiper. J'anticipe, j'ai 6 ans, donc je peux anticiper 6 ans à l'avance. Et après, au dénouement, je pourrais prendre en compte les contraintes du moment. Mais le pacte du Treil, que mes enfants, mes héritiers veuillent reprendre ou non la structure, aujourd'hui, mon objectif et mon anticipation serait de mettre en œuvre ce pacte. Et après, au dénouement des 6 ans, compte tenu des comportements de chacun, puisque je peux également faire bénéficier cet abattement dans le cadre de la cession de l'entreprise à des salariés. Et le pacte du Treil ne fonctionne pas que par les héritiers, c'est pour les donataires. Donc, il peut être des salariés également. Oui, donc la réponse de Brice est éclairante sur un point. Effectivement, il peut y avoir un pacte du Treil fait par anticipation. Et d'ailleurs, beaucoup seraient bien inspirés de le faire avant la fin de l'année 2024, car il n'est pas évident que les avantages actuels soient conservés dans les années qui viennent, puisque vous voyez à quel point le gouvernement cherche des ressources, et c'est un des points qui est évoqué pour le réduire. Peut-être pas de supprimer, mais on va le réduire. Et effectivement, c'est le moyen de prendre date. Quand on s'y prend longtemps à l'avance pour conserver les engagements de conservation de la durée des titres, il y a aussi l'obligation également d'être quand même dirigeant de la structure. Alors c'est mieux, bien sûr, c'est pour une transition familiale, mais ça peut être aussi un moyen de démarrer pour voir, et puis au bout de 6 ans, on n'a plus cette obligation-là. Sachant que bien sûr, les choses ne sont pas en blanc ou en noir, puisque certains dirigeants qui veulent céder veulent aussi du cash. Hein. Donc, il faut savoir si on cède à l'extérieur ou on cède à l'intérieur, on n'a pas forcément un seul enfant qui est intéressé par l'entreprise. Je vois des cas, comme vous certainement, de dirigeants qui ont plusieurs enfants. Donc, un est dans l'entreprise, d'autres n'y sont pas. Il faut trouver une règle d'équité. Le dirigeant qui part veut aussi avoir un peu de cash parce qu'il va avoir moins de revenus après. Bref, c'est vraiment du travail du sur-mesure qui mérite d'être fait. La question qui est posée aussi par Éléonore, c'est la réduction de 50% dont on a parlé, est-elle applicable en cas de succession? Réponse Thomas ou Brice? Oui, la réduction de 50% est applicable dès lors qu'il y a une signature du pacte du Treil. Voilà. Donc, c'est la mise en œuvre du pacte qui donne droit à cette réduction de 50%. Puisque cette réduction s'applique bien sur les droits. Sur les droits. Et
Il y a une question de Patrick Bensoussan. Je vais peut-être continuer sur sa question. Il demande si le pacte du treuil s'applique à l'ensemble des héritiers. Justement, l'intérêt du pacte du treuil, c'est de mettre dans ce pacte tous les héritiers. Et nous avons deux conditions. La première condition, nous parlons de l'ECC, l'engagement collectif de conservation, et l'engagement individuel de conservation. Et tout va se jouer sur ces deux engagements. Pendant l'engagement collectif, donc dès lors que tous les héritiers sont dans ce pacte, ils sont bénéficiaires du pacte du treuil, mais l'héritier qui cède ses parts pendant l'engagement collectif de conservation, lui, il perd à titre individuel le bénéfice du pacte, mais les autres signataires du pacte, qui sont toujours liés par la clause et qui la respectent, continuent pas à bénéficier des dispositifs du pacte du treuil. Et dans un second temps, lorsque nous avons passé le cap de l'engagement collectif de conservation et que nous sommes dans le cadre de l'engagement individuel, tout héritier qui rompt l'engagement individuel de conservation perd le bénéfice du pacte du treuil, mais à titre individuel. Donc, ce qui veut dire que les autres héritiers qui ont respecté l'engagement aussi bien dans la première phase de 2 ans que dans la deuxième phase de 4 ans bénéficient naturellement au bout des 6 ans, en fait, ils peuvent céder les titres en exonération de 75% des droits. Merci, Brice. Il y a une question qui demande de revenir sur l'articulation, la mise en œuvre du pacte du treuil et de la cession ultérieure de l'entreprise, pour apprécier comment la plus-value peut être ou pas effacée. Tu veux revenir là-dessus, Brice ? Oui, tout à fait. Je partirai juste sur un exemple simple. J'envisage de céder ma société, de transmettre à mes enfants. J'ai ma société, je cède préalablement cette société, donc je réalise une plus-value. Cette plus-value-là, elle est taxable. Peut-être je me dirais, bingo, j'ai de la trésorerie, mais cette trésorerie, si je la transmets après à mes enfants, elle sera également assujettie à droit. Et en plus, je pense que si nous sommes dans le cadre d'un du treuil, cette trésorerie peut être considérée comme une trésorerie pléthorique et donc non nécessaire à l'activité, à l'exploitation, et échapper totalement au bénéfice du pacte. Et c'est pour ça que, en fait, il est plus intéressant de mettre d'abord en place le pacte et de céder après, puisque la cession ultérieure à la donation ultérieure à la mise en place du pacte profite de la totalité du dispositif, alors que toute opération antérieure au pacte est soumise au droit naturellement exigible. Donc, quand je donne, je cède avant de donner, je paierai toujours plus de droits. Et si je cède après avoir donné, naturellement, je suis automatiquement dans le dispositif de l'article 787B du Code général des impôts. Ça veut bien dire que si on respecte les 2 délais de conservation collectif et individuel au terme de la période, si les enfants qui ont bénéficié des actions par le pacte du treuil cèdent leurs actions eux-mêmes, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur la plus-value. Exactement, toute la plus-value est effacée. Voilà, par rapport à la valeur, bien sûr, de donation qui a été enregistrée. Exactement, mais dans le cadre, je précise, de la pleine propriété, puisque si nous sommes dans le cadre d'un démembrement, malheureusement, la plus-value n'est pas effacée sur la nue propriété. Bien sûr, mais c'est important parce que souvent, dans le pacte du treuil, c'est un des points que recommandent bien des notaires, et ils ont raison, c'est qu'il peut y avoir une donation qui n'est pas en pleine propriété, mais démembrée. Ce qui d'ailleurs réduit un peu l'impôt. D'ailleurs, on a vu que le de 100 000 ont été réduits à 70 000 si on démembrait et qu'on ne donnait que la nue propriété. Mais effectivement, il faut bien mesurer les choses parce qu'il peut y avoir avantage aussi des inconvénients quand même. Une question qui a été posée par Philippe. Est-ce que lors de l'enregistrement du pacte du treuil au SIE,
il y aurait obligation d'informer annuellement l'administration fiscale si l'on poursuit ou non le pacte Dutreil. Est-ce qu'il y a une obligation d'information annuelle? Alors, je vais répondre. Il n'y a pas une obligation d'information annuelle, mais à contrario, je pense que c'est là où la mise en œuvre, le mot optimisation a tout son sens, parce que les conditions doivent être respectées jusqu'à la fin. Donc, le professionnel comptable qui suit son client, qui a mis en œuvre le pacte, doit s'assurer chaque année que les dispositions sont respectées. En général, nous regardons tout ce qui a trait à la conservation. On fait en sorte que rien ne bouge dès qu'on a signé le pacte pendant 2 ans. On fait attention à la fonction de direction, mais il y a un point important auquel il faut faire attention, c'est que l'activité de la société doit rester toujours prépondérante comme une activité commerciale, industrielle. Donc, attention, lorsqu'on va introduire, par exemple, un actif immobilier dans la société, il ne faudrait pas que l'actif immobilier qui n'a pas vocation à servir d'activité économique deviennent prépondérantes, par exemple. Sinon, on perd le bénéfice. Également, il faut faire attention au pourcentage de détention. Nous avons 37% des droits de vote et 17% des droits financiers quand on n'est pas coté, et 20% des droits financiers et 10% des droits de vote lorsque nous sommes en société cotée. On doit également faire attention tous les ans que tous les autres paramètres sont respectés. Et un paramètre non respecté, c'est la remise en cause du pacte. Et c'est vraiment ça qui est l'élément le plus important, puisque l'administration fiscale, dès lors qu'on a déposé auprès du SCE le document enregistré, la question reviendra le jour où on demandera à bénéficier de l'avantage fiscal. Tant qu'on ne va pas demander le bénéfice de l'avantage fiscal, l'administration en général ne ressort pas le dossier. Et pour précision, l'administration est quand même en droit de demander des rapports pour valider qu'il y a une continuité dans le pacte Dutreil. Ils ont un droit de regard à ce moment-là, tout au long du pacte Dutreil, quand même. Oui. J'espère que chacun a pu avoir une réponse à sa question. Juste vous dire, pour ceux qui auraient une expérience, parce que je vois que certains ont été assez actifs sur le chat ce matin, plus que d'autres, mais il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais ceux qui ont l'expérience de la transmission, je vous invite, bien sûr, si vous le souhaitez, à nous rejoindre au comité de transmission du Conseil de l'Ordre, car nous travaillons sur des outils, sur de la sensibilisation pour les confrères, en mettant en partage notre expérience respective. J'insiste sur cet aspect de la prise en compte du besoin de conseil de nos clients au-delà du quotidien. Bien souvent dans le cabinet, nous nous nourrissons des missions traditionnelles, basiques, souvent avec des collaborateurs qui font bien leur travail. J'étais la semaine dernière au congrès de l'Ordre et j'ai échangé avec beaucoup de confrères. Effectivement, certains me disaient, nous on est nickel dans les délais, on respecte bien l'enregistrement de la compta, des déclarations fiscales, sociales, et donc moi j'ai un tableau de bord où je suis ça très bien, donc pour m'assurer qu'il n'y ait pas de retard. Et je me disais, mais c'est bien de faire ça, parce que bon, vous respectez votre rôle, votre mission, mais est-ce que vous êtes informé si un client baissé sur plusieurs mois consécutifs, ou voit son impôt client gonflé de manière conséquente sur 1 ou 2 mois. Et souvent, ça dit non, nous on est informé de la bonne exécution des travaux que nous faisons. Voilà. On révise, on voit si c'est juste, s'il manque rien, que les déclarations soient bien faites. Or, je crois que
l'exécution matérielle des choses, c'est bien, mais il faut aussi penser que dans notre... Et c'est ça, je crois, le fond de notre métier, est essentiel pour aujourd'hui et pour demain, c'est ce rôle de conseil que nous pouvons avoir et que nous devons exercer auprès de clients, quel que soit leur pour montrer qu'on a vraiment un rôle d'expertise. Si un client a une trésorerie qui baisse ou qui gonfle de manière conséquente, ça veut dire quelque chose. Et peut-être qu'on a une action à mener. Et il ne s'agit pas d'attendre, comme certains m'expliquaient, on voit le client une fois par an, on a ce qu'on appelle le rendez-vous bilan, comme si c'est l'événement de l'année pour le client, et certains même ne le font même pas. Au-delà de se voir, appeler le client pour comprendre pourquoi il y a telle ou telle évolution dans son activité et peut-être envisager quelque chose pour l'aider à ce niveau-là, c'est là où on joue vraiment notre rôle. Et en matière de transmission, là aussi, il ne s'agit pas d'attendre que le client nous sollicite. Pire, j'entends quelquefois que des clients disent à leur expert comptable qui commencent à réfléchir à leur transmission, succession, et que certains experts sont pris de surdité à ce moment-là, en espérant qu'ils vont oublier cette idée catastrophique parce qu'ils risquaient de perdre un client. Alors que réellement, la transmission, c'est une mission très conséquente à haute valeur ajoutée que nous pouvons exercer, et qu'au contraire, moi je crois qu'il ne faut pas attendre qu'on nous sollicite. Je crois qu'il faut voir notre client, le préparer tranquillement pour que ça se passe au mieux. Je vois des entreprises, je vous assure, quelquefois le dirigeant a un AVC parce qu'il est pris tout seul dans ses difficultés, il n'est pas assez aidé et la boîte s'écroule. C'est un drame social, un drame patrimonial, c'est vraiment dommage. Donc on a vraiment un rôle de conseil et vraiment je vous invite tous à assurer ce rôle au quotidien, ce qui renforce notre rôle, ce qui le rend encore plus intéressant, bien qu'on fait un métier que je trouve passionnant. Je dis ça avec pas mal d'années d'exercice de la profession. Donc, vraiment, nos clients, ce n'est pas uniquement un élément d'actif de notre bilan à nous, c'est plus qu'une relation. On a vraiment, je crois, une vraie mission d'accompagnement et la transmission. C'est pas un mot tabou. La succession n'est pas un mot tabou. Les individus naissent, vivent et meurent. C'est le cycle de la vie. Les entreprises, on peut éviter qu'elles meurent. On peut les transmettre. Et on voit en plus qu'en France, parce que là on parle du pacte Dutreil aujourd'hui, on voit en France que nous sommes un peu très en retard en matière de transmission familiale par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, qui en ont 2-3 fois plus que nous. Nous, c'est pas assez répandu encore en France. Or, on voit bien qu'en cas de crise, les boîtes qui résistent le mieux sont les entreprises familiales. Parce qu'il n'y a pas l'obligation de prendre des dividendes pour rembourser un emprunt ou je ne sais quoi, ou satisfaire les actionnaires. Dans les boîtes familiales, en cas de difficulté, souvent, les dirigeants qui sont mus par la pérennité de leur entreprise peuvent faire des efforts pour renoncer à une part de dividendes potentiels ou même de leur rémunération en cas de difficulté. Ils veulent sauver leur boîte. Souvent, elles portent leur nom ou leur empreinte. Et vraiment, je crois qu'on a beaucoup à gagner à aider nos clients à anticiper la transmission de leur entreprise. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez surtout pas, si vous en avez par la suite, à nous interroger. Vous envoyez un mot à l'ordre des experts comptables, au conseil régional, le comité de transmission, et on essaiera de vous répondre. On n'est pas des experts dans tout, mais on essaie de faire au mieux. Et si vous voulez nous aider, ben vous êtes les bienvenus. Faites acte de candidature en écrivant au même conseil régional, comité de transmission, et on essaiera de vous intégrer pour ceux qui veulent travailler avec nous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des mots à rajouter pour Thomas ou pour Brice? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Voilà. Ben, je vous souhaite à tous, merci Nadine de mettre un petit mot de remerciement. Merci Emmanuel, bref, tous ceux qui écrivent, là c'est gentil. Et Claire Delmas, voilà, vous avez indiqué,
ou envoyer, si vous voulez faire acte de candidature, elle a mis son mail, voilà. Merci beaucoup. Alors, passez à tous une bonne journée, prenez soin de vous et des vôtres, et puis n'oubliez pas que chaque jour, il faut vivre intensément votre vie. Donc, profitez bien, protégez-vous, et puis à très bientôt, j'espère, on se rencontrera dans telle ou telle réunion de l'ordre, il y en a beaucoup. Participez aux réunions de l'ordre, s'il vous voulez bien, parce que c'est aussi le moyen d'échanger. C'est ça la confraternité, c'est partager, c'est des expériences ou d'autres choses aussi. Voilà. Merci à tous, soyez heureux et à très bientôt, j'espère. Et merci beaucoup à Thomas et à Brice, que je félicite, bien sûr, pour leur travail de synthèse, d'avoir un support clair et de leur réponse à toutes vos questions. Merci beaucoup. À bientôt, les amis. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je crois qu'on est déconnecté. Je sais pas. Enfin, merci Brice et merci. Je vois Claire est dans, dans les coulisses. On est toujours en ligne. Merci Jean-Luc. Ouais. Merci beaucoup les amis. Merci. On se voit juste après pour le comité diagnostic. Oui, oui. Merci, au revoir.